Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo retour un peu sur les arcanes majeures du tarot de Marseille, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'avais envie de vous proposer une vidéo pour aller un peu plus loin dans le sens des cartes et plus particulièrement parce que j'ai proposé déjà à certains de mes élèves de faire des tirages qui peuvent nous aider à préciser simplement quelles sont nos forces, nos faiblesses, etc. Et il y en a un en l'occurrence dont je parle dans mes cours qui est celui de la qualité et du défaut. Et je crois que je l'ai déjà mentionné d'ailleurs dans certaines autres vidéos présentes sur cette chaîne. Donc vous pouvez toujours aller jeter un œil dans la liste des vidéos. Je pense que vous devriez retrouver quelque chose qui ressemble à ça. Et je me suis dit après tout pourquoi pas faire une espèce de petite série de vidéos justement pour parler des qualités et des défauts des différentes cartes. Et du coup j'avais envie d'attaquer avec les qualités des arcanes majeures. Donc on y va tout de suite, on attaque avec la première, la carte du Battler. Alors vous avez vu que j'utilise ma version du tarot de Marseille, la dernière version, mais vous pouvez très bien utiliser votre propre version. A priori d'un tarot de Marseille à l'autre les choses ne changent pas trop puisque je me suis surtout basé sur on va dire le sens le plus générique et vraiment au niveau de l'énergie des cartes. Donc même s'il y a des petits détails, que les couleurs ne sont pas les mêmes, on s'en fiche un peu, c'est pas trop grave, ça ne change pas énormément, donc vous pouvez très bien l'adapter à votre propre jeu. Donc attaquons tout de suite, on attaque avec le Battler. Alors, quelle est la grande qualité du Battler ? Ça va être sa curiosité. Le Battler, il va vouloir découvrir plein de nouvelles choses, il va vouloir essayer plein de nouvelles choses, il a ce côté un peu MacGyver. Et alors, c'est une qualité qui est très intéressante parce que c'est une qualité chez lui, l'idée de la curiosité, alors que ça peut se transformer en défaut chez d'autres. On le verra dans la liste des défauts, on verra par exemple que la curiosité, ça représente le défaut de tempérance. Mais là, en l'occurrence, chez lui, chez le Battler, ça va être sa curiosité à découvrir des nouvelles choses, à essayer des nouvelles choses. Alors que par exemple chez Tempérance, ce sera le défaut d'aller vouloir mettre son nez un petit peu dans les affaires des autres. Donc pour le Battler, ça va être sa curiosité et son envie de découvrir de nouveaux éléments et de tester de nouvelles expériences. La papesse, la qualité de la papesse, c'est son aspect un peu méthodique. On reste très proche de ce qui est écrit, de la méthode, du mode de fonctionnement, le mode d'emploi. On revient très proche de ce que le livre nous dit. Donc on essaye d'y aller vraiment. C'est un petit peu comme les gens, vous savez, d'un côté on va avoir des gens qui font une recette en se disant « bah tiens, je vais rajouter un peu de ça, je vais essayer ça et puis on va voir ce que ça donne ». Le côté un petit peu aventurier, on teste et puis on voit le résultat. Alors que la papesse, elle, par contre, elle est justement très proche de la recette. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'aventurer dans des zones obscures, elle garde la recette sous la main et vraiment elle la suit de manière très très précise et très pointilleuse. Et ça va lui donner du coup un résultat qui va être à la mesure justement de son sérieux. L'impératrice, la qualité de l'impératrice, ça va être sa capacité à pouvoir se projeter dans l'avenir et du coup à faire preuve de suffisamment d'attention pour ne pas tomber dans le piège de, par exemple, j'ai trop gaspillé, je n'ai pas fait suffisamment attention, je ne me suis pas assez projeté, donc du coup je vais à un moment donné tomber dans une situation où je vais être en manque. Ça, l'impératrice, au contraire, elle est extrêmement prévoyante. Elle est capable justement de dire attention, parce que ça, ce genre de truc, ça peut nous tomber sur le coin du nez. Il faut qu'on fasse preuve de grande attention et de grande vigilance justement pour prévoir au cas où ça nous tombe dessus. Donc il y a ce côté un petit peu écureuil à faire un peu d'économie ou de prévoyance et du coup on ne tombera pas dans les nombreux pièges que l'avenir peut nous réserver avec l'impératrice. Et alors, on pourrait dire que ça pourrait effectivement se transformer en défaut, mais c'est vrai que dans la qualité de l'impératrice, on prévoit des éléments de solution au cas où, et puis si ça n'arrive pas, c'est pas grave en fait, on s'en fout. C'est pas trop grave, mais en tout cas on s'est mis à l'abri du besoin si jamais un malheur devait survenir. L'empereur. L'empereur, lui, sa qualité de l'empereur, c'est de nous rendre la situation confortable, même si ça n'est qu'en apparence. Alors confortable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement on n'a pas de raison de paniquer. Et c'est pour ça que c'est assez proche en réalité de l'impératrice, hein. Les deux forment un couple, hein, c'est pas pour rien. Sauf que elle, l'impératrice, va vraiment prévoir de manière matérielle, tandis que l'empereur, lui, va nous rassurer d'un point de vue beaucoup plus humain, beaucoup plus dans la chaleur, beaucoup plus dans le « ne t'en fais pas, tout ira bien, on trouvera une solution, à un moment donné, si ça ne marche pas, on va essayer de rebondir, on va apprendre à trouver des subterfuges, donc n'aie pas d'anxiété, tout va bien, pour l'instant il n'y a pas eu de problème, donc pourquoi se mettre la rate au courbouillon ?» Alors c'est intéressant parce que
On voit que elle, son regard est projeté vers l'avenir, donc elle est déjà dans un système de prévoyance, alors que lui dit bah attends, tout va bien, pour l'instant il ne s'est pas encore passé de pépin, pour l'instant on a accumulé tout ça, donc regard vers le passé, on a déjà accumulé tout ça, peut-être qu'on peut en faire déjà certaines choses. Et donc du coup il y a quelque chose de très détendu avec l'empereur, on n'est pas du tout dans cette espèce d'angoisse que peut nourrir l'impératrice. Le pape. Le pape, lui, il a une qualité qui est très intéressante, qui est l'idée de penser que s'il y a un après, on peut peut-être déjà commencer à y goûter. Avec le pape, on peut déjà se dire, oui d'accord, on a ce monde matériel, puisqu'on sort quand même de deux cartes extrêmement matérielles, hein. On sort de l'impératrice et de l'empereur qui sont extrêmement terre-à-terre, et d'un coup on a lui qui nous dit... Oui, tu sais, peut-être qu'à un moment, on n'aura plus les moyens. Peut-être qu'à un moment, on n'aura plus d'argent. Et peut-être qu'à un moment, on n'aura plus de maison. Mais va peut-être se produire autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et si plutôt qu'au lieu de penser en termes de frigo plein et d'un toit au-dessus de la tête, on pensait autrement. Et si on pensait à l'idée que l'univers allait peut-être nous apporter quelque chose, que peut-être la solution qu'on attend aujourd'hui n'est peut-être pas celle qui finalement nous intéresse le plus. Et en réalité, le pape, lui, va nous connecter à quelque chose de l'ordre de l'espoir, mais dans une nouvelle dimension. Le pape, c'est celui qui nous branche à une dimension, à un univers, à un milieu auquel on n'a pas encore goûté, mais que la foi et l'espérance nous permettent justement d'imaginer. Et en réalité, le pape, c'est ça, il nous met en relation avec un domaine imaginaire qui n'existe pas encore exactement, comme un personnage religieux, hein, comme un personnage religieux qui nous raconte une belle histoire écrite dans un bouquin, mais que personne n'a vécu et que personne n'est là pour témoigner que c'est en réalité vraiment bien vrai et bien réel. Et il nous fait goûter à ça, et à un moment donné, ça soulage une situation du quotidien qui n'est pas forcément évidente pour nous. Par exemple, je pense aux personnes qui ont une foi et qui, lorsqu'elles affrontent par exemple un deuil ou une rupture ou quelque chose d'un peu difficile, ou une maladie ou un conflit matériel ou financier ou professionnel, ces gens-là vont aller justement voir le curé, le prêtre, l'imam, le rabbin du coin pour dire écoutez, là j'ai besoin à un moment donné de me raccrocher à quelque chose, même si c'est de l'ordre de l'immatériel, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de goûter à quelque chose qui peut-être n'est pas réel matériellement, mais qui va me donner à un moment donné la capacité de pouvoir souffler, de pouvoir soupirer, de pouvoir me sentir un peu mieux et un peu détendu. Et bien cette idée de prendre un souffle nouveau dans un domaine qui n'est pas celui qu'on affronte au quotidien, c'est un peu le domaine de la spiritualité. Hein. Spiritualité, c'est spiro, donc c'est respirer, c'est souffler. Et c'est l'une des qualités du pape, c'est d'être capable de dire « Ok, tout fout le camp, c'est la guerre, on n'a rien à bouffer, on a froid, on n'a pas de toit au-dessus de la tête, mais... il y a quand même quelque chose d'autre ailleurs. » Alors peut-être vrai ou pas vrai, on ne sait pas, mais ça on s'en fout, lui c'est pas le deal. Lui il n'est pas là pour nous prouver par A plus B scientifiquement que ça existe. Lui il est juste là pour nous dire attention, si ça ne va pas là, il y a toujours un autre domaine qu'on peut regarder, il y a toujours un refuge, il y a toujours un temple quelque part, et ce temple ça peut être celui du domaine spirituel ou celui de la pensée, celui du mental, puisqu'on verra que neurologiquement les deux sont extrêmement proches en réalité. Et donc lui, c'est celui qui nous ouvre une voie, une opportunité et qui nous permet de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu ou auquel on n'avait pas pensé. Donc c'est un petit peu, on va dire, une voie de secours. L'amoureux. L'amoureux, sa qualité, c'est son côté un peu épicurien. C'est celui qui, je crois qu'on en a déjà parlé dans un tirage, ou alors je ne sais plus si j'en avais parlé sur le groupe privé sur Facebook, là où on peut avoir par exemple un défaut qui est l'idée de devoir choisir l'un ou l'autre. La qualité justement de l'amoureux, c'est d'avoir cette capacité à pouvoir dire eh ben, je fais le choix de tout choisir. Je fais le choix, ou en tout cas de ne pas faire de choix, je fais le choix de ne pas choisir, je fais le choix de tout prendre. Et du coup, je vais goûter à tout. Ah bah tiens, il y a une épouse, parfait d'un côté. Ah bah tiens, il y a une maîtresse de l'autre côté. Pourquoi est-ce que je choisirais l'une plutôt que l'autre? Lui, il décide de tout prendre et finalement, tout va très bien dans sa vie. Et on a ce côté un petit peu, un peu épicurien, un peu hédoniste qui se dit, bah, moi, mon objectif finalement, c'est simplement de prendre mon pied. Donc je vais aller goûter à des choses qui sont très bonnes pour moi et qui me font du bien et qui me font plaisir. Et du coup, quand vous tirez cette carte-là, l'amoureux, en tant que qualité, quelle est ma grande qualité et je vais tirer l'amoureux, c'est cette capacité à pouvoir trouver le plaisir et la joie dans tout un tas de petites choses autour de vous et autour de nous. Et d'un coup, on se dit, tiens, on est finalement un éveilleur de conscience à plaisir et à joie. Alors,
quand je dis plaisir, ça n'est pas le bonheur, et c'est très différent. Bonheur et plaisir, ça n'a rien à voir. Le bonheur, c'est quelque chose qui peut être pérenne et surtout d'autosuffisant. Le plaisir, c'est toujours quelque chose de très sporadique et de très temporaire, qu'on va goûter à un moment donné, puis qu'à un moment va disparaître, et puis on va se tourner vers autre chose. Voilà, vous avez faim, d'un coup vous avez envie de manger ça, une fois que vous l'avez mangé, vous n'avez plus faim, vous avez envie d'autre chose. Ça fait partie des plaisirs. Le bonheur, lui, c'est encore autre chose. Et l'amoureux, lui, c'est celui qui justement est capable de se reconnecter au plaisir avec tout ce qui l'entoure. Lui, il n'a absolument aucun problème à trouver son plaisir, il a peut-être plus de mal à trouver le bonheur, ça par contre c'est autre chose. Mais son plaisir, il va le trouver très facilement. Et il va voir autour de lui qu'il y a une belle fleur, il y a un bel arbre, il y a des personnes qui sont jolies, et puis on a une bonne bouffe, et puis à un moment donné, on va prendre un verre avec des potes. Et d'un coup, tout ça, ça va lui faire un creuset par lesquels il va pouvoir justement trouver son plaisir. Donc lui, c'est un petit peu sa qualité, c'est justement de pouvoir goûter le plaisir là où ça se trouve. Le chariot. Alors, le chariot, lui, sa qualité, c'est d'être en mesure de pouvoir donner... Alors évidemment, encore une fois, quand je donne des qualités, il y en a plein, hein, il n'y en a pas qu'une seule, mais je vous donne un exemple de qualité. Mais l'une de ces qualités, c'est d'être capable de donner une belle image de lui, et d'être capable de profiter justement de ce qu'il a de rayonnant et d'un peu magnétique pour donner le sentiment aux autres, un sentiment de facilité. Alors ça c'est quelque chose dont je parle assez peu, mais dont on parle beaucoup plus dans la tarothérapie, c'est-à-dire dans la tarothérapie, mais également dans le travail, dans le coaching, dans le psychologique. Avec le chariot. Le chariot, c'est celui qui est capable de donner l'illusion que tout est simple et que tout est facile et qu'on n'est pas obligé de se prendre la tête à un moment donné. Et du coup, il dégage ce quelque chose d'un petit peu rayonnant et d'un peu magnétique en se disant, bah, nous on le voit et on se dit, oh là là, il est en train de faire ça. Ça doit pas être facile en fait de faire ça à l'identique. Et finalement, quand on le voit faire, on se dit, bah, c'est extraordinaire parce qu'en fait, lui, quand il le fait, c'est hyper simple, c'est hyper facile. Et ben ça, c'est l'une des qualités du chariot, c'est d'être capable de donner l'illusion que ce qu'on fait, bah, c'est fastoche, ça demande pas d'effort. Et en fait, c'est comme si c'était quelque chose qui naissait de nous, qui émanait de notre intérieur. Et on se dit, oh là là, quand on voit ça, j'aimerais bien faire ça aussi facilement. Je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais quand je le vois faire, il y a quelque chose qui découle avec tellement de limpidité et tellement de facilité que bah, peut-être qu'en fait c'est possible et peut-être que je vais essayer. Et du coup, le chariot, lui, ça va être sa qualité, c'est de faire naître l'envie d'essayer, parce qu'à un moment donné, quelque chose qui paraît sur le papier compliqué paraît extrêmement simple d'un coup quand on voit la personne faire. La justice. La justice, sa grande qualité, c'est sa rigueur. C'est une carte qu'on va rapprocher un peu par exemple de la papesse, sauf que la papesse, elle, sa rigueur, c'est sur le papier, c'est-à-dire c'est de manière concrète, qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce qu'on va faire, alors que la justice, elle, c'est une rigueur dans ce qu'elle est. Et du coup, dans ce qui va découler de ce qu'elle fait, alors que la papesse, c'est plutôt dans ce qu'elle a. Elle a quoi? Elle a une recette, elle va la suivre. La justice, elle, c'est vraiment une qualité intérieure qui est « je suis capable de prêter attention à tout ce qui m'entoure, je vois tous les moindres détails, je prête attention à tout ce qu'on me dit, à tout ce qu'on fait ». Par exemple, les meilleurs coachs sont très souvent dans une qualité justice pour un amont, parce qu'il y a l'amont, il y a l'aval. Mais en amont, on est très justice, et en aval, on est plus de l'ordre du pape. Mais en amont, on est plus justice parce qu'on regarde la personne, on fait attention à la manière dont elle se positionne, la manière dont elle place son corps, la manière dont elle utilise ses mains, la manière dont elle va choisir ses mots, la manière dont elle utilise sa respiration. Et on va analyser en réalité tout ça, on va essayer de décortiquer un petit peu tout, on va aller voir quels sont les moindres détails à l'intérieur, des choses qui en règle générale, passe un petit peu à la trappe quand quelqu'un d'autre observe. Et justement, la qualité de la justice, c'est de voir tous les détails que les autres ne voient pas. Et c'est drôle parce que j'ai eu justement un exemple de justice hier, puisque je suis allé donner cours dans un atelier de théâtre où de temps à autre j'interviens. Et donc j'interviens justement avec les comédiens de manière très rapide pour essayer de recaler des choses sur le plan vocal. Et j'ai eu une des participantes qui était là et qui me dit « Mais c'est fou parce que tu arrives justement à trouver le petit point, le petit truc que les autres ne voient pas et qui va très vite et qui arrange la situation très rapidement. » Et bien ça, c'est le côté justice. C'est de voir le petit truc merdique que les autres ne voient pas, mais que dès l'instant où on met le doigt dessus, paf, d'un coup, il va se passer quelque chose. Et donc voilà, c'est ce côté rigueur chez la justice, d'être capable de faire vraiment une analyse. C'est son côté analytique qui est intéressant chez elle. L'ermite. L'ermite, c'est amusant parce qu'il a un côté analytique également et un côté observation. C'est d'ailleurs pour ça que les deux se mettent en communication. On va voir que les deux peuvent, en une certaine forme, créer un nouveau couple. D'ailleurs, on voit que l'ermite,
On va aller regarder du côté de la justice. Cependant, ça ne va pas être tout à fait le même style d'observation et le même type d'analyse. Ça, on le verra peut-être dans d'autres vidéos, ou je crois qu'on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. La manière dont l'ermite analyse, c'est pour se cibler lui, c'est pas pour cibler l'autre. Alors que là, en l'occurrence, la justice, elle veut cerner l'autre pour pouvoir lui donner des éléments de compréhension. Là, l'ermite, lui, il analyse autour de lui pour se comprendre lui. Et en cela, la grande qualité de l'ermite, c'est d'être capable de se remettre en question et de remettre en question le monde qui l'entoure, mais pas pour faire de la critique de l'autre. C'est simplement pour mieux se comprendre lui-même. Et c'est pour ça que, par exemple, l'ermite, c'est une fabuleuse carte d'analyse et particulièrement de psychanalyse. Puisque par le biais de l'ermite, on va être en mesure justement de pouvoir se lire nous-mêmes et de pouvoir se comprendre nous-mêmes. Et à un moment donné, de dire « Mais merde, c'est pas possible, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi, je sais pas par exemple, pourquoi est-ce que j'ai encore perdu mon emploi ? Ou pourquoi est-ce que je m'embrouille encore avec quelqu'un pour un même sujet ? Ou pourquoi est-ce que j'ai encore perdu mon conjoint, mon couple a encore volé en éclats ? Pourquoi ? Et lui, il va demander des pourquoi, mais il ne va pas demander pourquoi en disant pourquoi l'autre m'a fait ça. Il va demander, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cette histoire, dans cette espèce de redondance ? Qu'est-ce que j'ai à piger ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur moi et à débloquer ? Et alors évidemment, on a vite fait de se poser la question un petit peu en excès, mais on peut se le poser de manière très simple. Et lui, sa qualité, la qualité de l'ermite, c'est justement d'être capable de se auto-centrer pour essayer de comprendre des trucs sur lui-même. Il regarde ce qui se passe à l'extérieur, et en regardant ce qui se passe à l'extérieur, il va comprendre des choses sur lui, et en cela, il va pouvoir être en mesure de s'analyser. La roue de fortune, c'est une carte que j'aime beaucoup et qui pourtant n'est pas forcément évidente. La grande qualité de la roue de fortune, c'est une qualité qui est très propre aux gens un peu uraniens, hein, si vous faites un peu d'astrologie. Voilà, les gens uraniens sont des gens un petit peu barrés, un petit peu branchés sur un canal que tout le monde ne comprend pas. Et la grande qualité de la roue de fortune, c'est d'être capable de faire preuve de beaucoup de fantaisie et de fantasmagorie. Avec la roue de fortune, on démarre une soirée à 20h, on fait une soirée crêpe, et finalement on a terminé à 5h du matin, parti dans un autre pays pour aller, je sais pas, visiter un musée quelconque, et on se retrouve voilà, dans un endroit qui était absolument pas prévu à la base. Et c'est vraiment l'idée de qu'est-ce que j'ai sous la main et qu'est-ce que je vais pouvoir inventer comme nouvelle folie pour pouvoir donner du piquant à ma vie. Et justement, la roue de fortune, c'est sa grande force, c'est d'être capable de dire, bon bah on va composer avec les moyens du bord, et à un moment donné, on va donner lieu à une situation qui est complètement rocambolesque et complètement hallucinante, et puis on va prendre son pied comme ça en réalité. D'un coup, il y a un truc un peu kiffant où on se dit, on sait pas où ça va terminer, mais ok, on y va. Et souvent, les gens qui ont cette qualité-là, ce sont vraiment des personnes qui sont des locomotives pour les autres, c'est-à-dire voilà, c'est eux qui vont nous emmener un petit peu en vadrouille et on va partir dans des univers complètement hallucinés. Et en règle générale, ce sont ces gens-là, par exemple, vers lesquels on va se tourner quand justement on est dans un état de crise comme l'ermite. On va avoir tendance à aller vers des gens qui sont roues de fortunesques parce qu'ils vont être en mesure de nous sortir de notre panade, de nous sortir de nos marasmes quotidiens, de pouvoir nous dire bah, moi je suis en dépression, est-ce que tu peux m'aider ? Bon, finalement 3 heures plus tard on se retrouve dans un club de striptease et d'un coup on oublie tous nos problèmes et tout va mieux. Voilà pour l'exemple évidemment, mais donc voilà, c'est cette capacité justement à pouvoir nous emmener dans des univers complètement farfelus et hallucinés. La force. Alors, excusez-moi pour l'atout, hein, je sors juste d'une grippe, je me suis payé un 40 de fièvre et il me reste encore des petits trucs dans la gorge. C'est pas très sympa. La carte de la force, et en plus je bugne la caméra, c'est de mieux en mieux. Hein. La carte de la force, ça perd en qualité ces vidéos. Alors, la carte de la force, on y vient. C'est sa grande qualité à elle, c'est de pouvoir prendre des risques, de pouvoir mettre la main dans des endroits où les autres n'iraient pas. Mais alors ça, c'est une qualité finalement qui est assez badine, on va dire. C'est quelque chose qu'on retrouve très facilement dans la carte de la force. Par contre, si on creuse un peu, si on va un peu plus loin, on va trouver qu'en réalité, la capacité de la force, sa grande qualité, c'est d'être capable de pouvoir faire des choses énormes avec très peu d'efforts. C'est-à-dire qu'elle a un tel savoir-faire, elle a une telle maîtrise, elle a une telle dextérité et surtout une telle expérience, c'est quelqu'un qui est très expérimenté, que d'un coup, c'est à elle qu'on va refourguer le bébé quand il y a un truc un petit peu difficile et dont on a besoin d'un coup de main pour arriver à un moment donné de faire un miracle. C'est vers elle qu'on va aller se tourner parce qu'elle a justement le petit outil, le truc qui va faire que d'un coup ça se débloque. Je me souviens, un jour j'étais à un anniversaire.
Et j'étais avec tous mes copains, toutes mes copines du théâtre. L'une d'entre elles était là avec son fils qui était tout pitchou, hein, qui avait quelques mois, et qui était dans son landau et qui ne voulait pas s'endormir et qui était un peu en mode surexcité, exactement comme les enfants le sont lorsqu'ils sont fatigués mais qu'ils n'ont pas envie de dormir, qu'ils n'ont pas envie de sombrer. Vous voyez les enfants qui font un peu de la résistance. Voilà, d'un coup ça devient absolument insupportable parce que ça pleure, plus rien ne marche, ils ont faim et en même temps ils n'ont pas faim, ils sont fatigués et en même temps ils n'ont pas envie de dormir. Donc ça devient tout de suite très insupportable. Et entre autres, cette copine commençait un petit peu à arriver au bout de sa patience. Et à un moment, je me suis dit, bah tiens, on va justement jouer un peu la carte de la force. Et j'ai simplement montré mon doigt comme ça à l'enfant et je l'ai juste fait aller à droite, à gauche. Et il a suivi le doigt une fois, deux fois, trois fois et pouf, il est tombé dans les vapes. Et en gros, j'aurais pu tomber dans le même piège que les autres, c'est-à-dire en force, c'est-à-dire prendre le biberon, mettre la couverture, bercer, etc. Essayer des trucs en disant, bah voilà, endors-toi. Et on voyait que quand on essayait, ça ne marchait pas. Il a suffi juste à un moment donné de faire autre chose, c'est-à-dire de faire un acte finalement au résultat important, parce que tout le monde l'attendait, parce que tout le monde commence à en avoir un petit peu ras la nouille, mais en le passant avec beaucoup dextérité, exactement comme elle fait son acte du bout des doigts. Elle le fait avec beaucoup de simplicité. Et en gros, la capacité de la carte de la force, c'est ça. La qualité de la force, c'est d'être capable d'avoir un gros résultat, mais en le faisant avec tellement de dextérité et de finesse que d'un coup, il se passe un résultat incroyable qu'on n'aurait pas eu si on était allé en mode bourrin. Voilà, c'est l'idée de trouver une autre voie que le mode bourrin. La carte du pendu. Ah, le pendu. Une carte qui est très souvent mal comprise, comme quelques autres qu'on va aborder après. La carte du pendu, quelle est sa grande force ? Eh bien, sa grande force, c'est sa capacité à pouvoir laisser les choses se faire, à pouvoir laisser digérer, à pouvoir dire bon bah finalement là je peux pas faire grand chose. Eh ben j'accepte de ne pas faire, j'accepte de laisser aller, j'accepte finalement de voir comment la chose va se mettre en place d'elle-même. Et si elle se met pas en place, bah c'est pas grave. Et en fait. Par exemple, quand on vit mal la carte du pendu, on peut tomber dans l'ennui. On a vite fait de tomber dans l'ennui parce qu'on n'a rien à faire. Mais quand on arrive à ressortir la qualité du pendu, à ce moment-là, le pendu, lui, va nous faire goûter à quelque chose de très simple, qui est la voie de la moindre résistance, qui est l'idée de finalement, puisque je ne sais pas quoi faire et que je ne sais pas comment le faire, pourquoi ne pas en profiter pour faire rien ? Et pas pour ne rien faire, mais bien pour faire rien. C'est vraiment l'idée de l'embiner en conscience. Et ça, on le fait finalement assez peu. L'idée de n'avoir rien à faire et de se dire, c'est super, donc dans ce cas-là, je vais en profiter pour faire rien, et en profiter pour me détendre, et en profiter pour me mettre au bord de la plage avec les doigts de pied en éventail. Ça, on le fait très peu en règle générale, parce qu'on est dans un univers particulièrement pour les gens comme moi qui vivent en ville, où on a une espèce de rythme un petit peu effréné comme ça. Et le pendu, justement, lui va nous permettre de dire, allonge-toi, étire-toi, prends le temps, et tu vas voir que le fait de ne rien faire va t'apporter quelque chose de nouveau. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une expérience, je suis allé faire l'expérience des caissons de flottaison. Vous savez, c'est des gros caissons qui ressemblent à des énormes baignoires toutes rondes qui se referment et dans lesquels on est en flottaison dans une eau extraordinairement dense, 100 fois plus dense que l'eau de la mer morte. Et donc du coup, on est complètement en flottaison, on est complètement coupé du son, de la lumière, donc on est dans une isolation totale. Et à ce moment-là, le moment où on accepte de faire rien, il se produit quelque chose, on a une espèce de nouvelle dimension intérieure qui apparaît et on voit qu'il y a plein de trucs à faire en dedans. Et le pendu, lui, c'est ça, c'est tiens, puisque je n'ai rien à faire, je vais accepter de faire rien et je vais aller justement à la découverte de quelque chose dans un autre niveau. Et en réalité, les autres cartes pouvaient nous amener vers quelque chose de plus exotérique, c'est-à-dire en recherche de l'extérieur. Là, on va aller sur une ouverture ésotérique, c'est-à-dire dans quelque chose d'intérieur, mais pas dans une recherche active. Parce que si vous recherchez activement, par exemple comme le pendu, comme l'ermite, où on se pose des questions sur soi, on se fait une analyse, on est encore dans l'idée de faire quelque chose. Alors que là, c'est l'idée d'accepter de faire un rien. Et c'est abscon parce que dès l'instant où on essaye de faire rien, on fait quelque chose. C'est un petit peu comme le sketch de Raymond DeVos quand il dit qu'un jour il était mime et il demandait aux gens qu'est-ce que vous voulez que je mime, et puis à un moment quelqu'un dans le théâtre lui dit mimez quelqu'un qui n'a rien à faire.
Et le problème, c'est que quand on essaye de mimer qu'on n'a rien à faire, on est obligé de faire quelque chose. Et il dit, plus je ne faisais rien, plus les gens disaient, qu'est-ce qu'il fait? Et à la fin, il dit, mais je ne fais rien. Et finalement, il se fait virer du théâtre parce qu'il a dit qu'il avait fait quelque chose et qu'il ne faisait rien. Et en fait, c'est un petit peu ça le pendu. C'est dès l'instant où on va essayer de faire quelque chose, on a quitté l'énergie du pendu. Mais le simple fait de ne rien faire et d'accepter de ne rien faire, à un moment donné, il va se produire quelque chose malgré nous. Un peu comme cette expérience de physique où on va créer un vide artificiellement entre deux plaques, ce qu'on appelle l'effet Casimir, et à un moment donné, quand on crée un vide, quelque chose émerge de manière naturelle. Et bien le pendu, c'est ça. Au moment donné où on crée un vide entre deux plaques, on met un vide, on met quelque chose entre deux plaques, il y a quelque chose qui germe et quelque chose qui apparaît très spontanément. Donc c'est un petit peu la qualité du pendu, c'est d'être capable de faire naître quelque chose sans justement chercher à le faire naître. Et l'idée de simplement laisser faire les choses parce que les choses doivent se produire par elles-mêmes. La 13, l'énergie de la 13, une énergie qui est assez compliquée pour beaucoup de tarologues. Quand on démarre et qu'on a le jeu, on se dit « Oh mon Dieu, quelle horreur, la carte de la mort, c'est affreux, c'est épouvantable. » Bon, c'est une carte qui n'est pas si négative que ça, elle peut l'être, mais elle peut être également très positive. Et la carte la carte sans nom, ou l'arcane sans nom, ou la carte de la mort, selon ce que vous voulez la nommer ou pas, peu importe, on s'en fiche un peu. L'idée, c'est quoi son énergie à elle, sa grande qualité? Sa grande qualité, c'est d'être capable justement d'aller plus loin que sa faiblesse identifiée. C'est-à-dire, elle se dit, bon là, clairement, il me manque un pied, donc c'est peut-être pas forcément une idée très brillante d'aller s'aventurer sur le mont Everest pour aller faire une randonnée. Et bien justement, la carte 13, elle dit, si. En fait, si, justement, j'ai un pépin, il y a un truc qui marche pas. Mais je vais aller le faire quand même avec intelligence parce que je vais quand même aller chercher un petit quelque chose, là en l'occurrence une faux, pour avoir quelque chose sur quoi m'appuyer pour être capable de continuer à avancer et de pouvoir faire ce qui à la base me serait complètement inaccessible. C'est-à-dire que là, voilà, on a la nature qui a donné quelque chose et puis on se dit, c'est pas possible. Moi, par exemple, j'ai vécu mon arcane 13 quand j'étais un peu plus jeune, puisque je suis un ancien gymnaste, et manque de peau, il se trouve que j'ai justement un pectoral en moins, et un pectoral en moins, quand vous êtes gymnaste, surtout sur des agrès, quand il s'agit de faire du cheval d'arçon ou des anneaux, c'est très compliqué. J'ai vécu à ce moment-là cette étape 13 qui est, j'ai un handicap de base, j'ai un problème au départ, je peux pas l'arranger par moi-même puisque j'ai pas de pectoral, point, on peut rien faire. Mais par contre, on peut essayer de trouver des subterfuges. Et l'idée, c'est, je vais aller vivre mon expérience, mais peut-être en m'appliquant différemment, en essayant de pratiquer ça d'une autre manière, en essayant de trouver des moyens alternatifs pour justement m'aider à me porter et pouvoir aller un peu plus loin. Donc c'est un côté un peu ingénieux qui se dit, qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je peux faire justement pour trouver la possibilité de continuer à avancer malgré ça. Tempérance. Alors, quelle est la grande qualité de Tempérance? Tempérance, elle a beaucoup de qualités en règle générale quand on pose la question au tarologue, on a tendance à lui sortir tout un tas de bonnes choses et parfois plus qu'il n'en faut. Mais la capacité de Tempérance, c'est d'être justement capable de pouvoir laisser le temps au temps et de pouvoir laisser les choses se construire petit à petit. Et en fait, Tempérance, elle a cette extraordinaire qualité de pouvoir utiliser un outil que nous les coachs on aime beaucoup, qui est l'outil des 4 P, c'est-à-dire du plus petit pas possible. C'est-à-dire on avance petit bout par petit bout. Mais attention, je ne te demande pas de faire une grande chose, on va d'abord commencer par une toute petite chose et on va y aller tranquillement et on va laisser le temps que ton corps assimile ce que tu es en train d'apprendre. Et en fait, en cela, Tempérance, c'est certainement l'un des meilleurs parents du monde. Tempérance va faire un parent extraordinaire parce qu'elle va être capable de se mettre à la place de l'autre puisque sa place est censée être en haut et finalement là elle se trouve en bas et elle est capable de comprendre que son expérience peut un peu se déverser dans l'expérience de l'autre et inversement, on a besoin de prendre un peu de l'autre pour être capable de lui apporter quelque chose. Et Tempérance du coup peut être une superbe pédagogue. Elle peut devenir très vite insupportable lorsqu'elle s'immisce un peu et qu'elle veut absolument changer la vie des autres, mais elle peut avoir cette grande qualité de dire on y va doucement, en fait, on y va tranquillement, on n'est pas obligé de courir, on n'est pas comme la 13 qui des fois court un petit peu, mais on y va tranquillement, très facilement.
Et on va voir qu'en réalité, ça va apporter des résultats qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait imaginer à la base. Vous avez déjà vu le diagramme que moi j'utilise beaucoup avec les cartes de 1 à 7, 7, 8 à 14 et 15 à 21. Vous allez voir que la dernière colonne, c'est justement une colonne de facilité avec le chariot tout en bas qui lui voilà, donne cette illusion que les choses sont simples, avec tempérance qui y va petit bout par petit bout, et le monde, on va le voir, qui est capable de s'assister, d'être assisté par beaucoup de monde et de pouvoir être capable de fractionner les actions pour que ça soit complètement dispatché un peu partout, mais on va en parler. Et ce sont 3 cartes justement qui accèdent à beaucoup de résultats par la facilité, mais pas comme la force. La force, elle le faisait parce qu'elle avait de l'expérience et parce elle connaissait le bon outil pour arriver, elle connaissait la faille, la faiblesse de l'autre pour pouvoir être capable d'en profiter et s'engouffrer dedans pour avoir du résultat. Ça, ces 3 cartes de la colonne, c'est encore autre chose. C'est vraiment l'idée d'accéder à une facilité, mais de manière constructive, de manière pédagogique. La 15. Ah, la 15. Quelle est la grande qualité de la 15 ? La 15, sa grande capacité, c'est d'enrober le diable de sucre pour le faire passer pour un dieu. C'est d'être capable de prendre un énorme défaut et de tellement l'enrober qu'on se dit, mais en fait, c'est une qualité. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une amie avec qui j'ai discuté de ça et qui a réussi à me convaincre à un moment, au bout de 5-10 minutes de conversation, elle a réussi à me convaincre simplement par son verbe que quelque chose que je considérais être une épouvantable infamie, une épouvantable vilainie et un horrible défaut, elle a réussi à me convaincre qu'en fait, non, c'était peut-être une qualité au final. Donc bon, j'ai trouvé ça très habile et c'est complètement le diable. Le diable, il est capable de dire, bon, ça, tu vois, ça c'est miteux, ça c'est dégueulasse, ça c'est pourri. Mais en fin de compte, finalement, quand on y réfléchit bien, et il est capable justement par son discours d'emberlificoter un petit peu tout ça sous de bonne volonté et de bons aspects, et d'un coup on se dit, bah oui, en fait c'est cool quoi. Merde, effectivement, oui, bah j'avais raison, en fait j'avais raison. Donc, prenez une expérience, vous vous êtes comporté comme le roi des cons ou la reine des connes, et vous discutez avec le diable, vous êtes sûr que 3 minutes après vous vous dites, bah en fait j'avais raison, c'était l'autre le con. Et c'est très intéressant parce qu'on est capable justement d'aller plus loin et de transcender, d'aller dans une autre dimension. Vous vous souvenez, hein, le diable est relié au pape, hein. 5 et 15, les deux fonctionnent ensemble. Et le pape est capable de nous amener dans une dimension un peu nouvelle. Et lui, c'est pareil. Il est capable justement de... En fait, il est très baudelairien. S'il est très baudelairien, quand vous prenez Baudelaire, c'est « donne-moi ta boue et j'en ferai de l'or ». Et ben lui, il est exactement là-dedans. Vas-y, donne-moi les trucs que tu trouves merdiques. Moi, tu vas voir, je vais t'en faire un truc extraordinaire. Ce type, il est capable de vendre de la glace aux Esquimaux. C'est quand même fantastique. Bon, donc ça, c'est une capacité du diable. C'est cette faculté à pas uniquement embobiner les gens, parce que c'est pas que du mensonge, c'est pas que de l'entourloupe, c'est pas que un marchand de tapis. C'est le type, il est vraiment capable de faire ressortir du bon dans ce qu'il y a de mauvais. C'est quand même dingue. Surtout quand le diable, on voit la réputation qu'il peut avoir. La maison Dieu. Ah, la maison Dieu. Alors, quelle qualité on peut trouver à cette carte qui, en règle générale, quand elle sort, fait un peu l'effet secondaire, le deuxième effet qui se coule du diable et de la 13, on se dit « Oh, quelle horreur, c'est pas terrible ». Il y a pas longtemps, j'ai tiré des cartes pour des copines et quand la carte est sortie, il y a eu une espèce de vague de « Oh, c'est pas vrai ». Donc voilà, un peu effrayé. Et c'est vrai que du coup on a tendance à être un petit peu refroidi par cette carte pour se dire oh là, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez. Et en fait cette carte elle est quand même très intéressante parce qu'elle nous dit il peut se passer plein de bruit autour de toi, il peut se passer tout un tas d'embûches, tout un tas de petites merdouilles qui peuvent éventuellement te tomber dessus, mais en réalité si tu regardes le concret, si tu regardes la réalité, c'est pas sur toi que ça tombe, c'est pas du tout sur toi que ça arrive. Le malheur c'est pas sur toi que ça va s'abattre, ça va s'abattre sur autre chose à côté et tu décides d'en faire tien, tu décides de faire tien cette galère. Mais en fait si tu regardes la réalité des choses, tu vois que ça n'est pas toi, tu n'es peut-être qu'un dommage collatéral où ça va te déranger toi, mais c'est pas toi le problème. Et on peut le voir par exemple alors, je prends un exemple volontairement brutal, hein. Vous me pardonnerez la brutalité de l'exemple, mais vous avez quelqu'un qui décède dans votre famille. Vous allez voir que 9 fois sur 10, vous allez dire « Ah bah oui, il vient de m'arriver encore ça ». Mais c'est pas vous qui êtes mort. C'est pas, quand on a un décès, c'est pas nous qui mourrons, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est à l'autre que c'est arrivé. Mais on a un dommage collatéral qui est que on va avoir de la peine, on va avoir de la tristesse. Mais... il suffirait, encore une fois, c'est violent, c'est brutal, et je fais exprès de donner cet exemple parce qu'il est très illustrant, mais il suffirait de ne pas tomber dans l'émotionnel et de revenir à du concret
pour se rendre compte que ça n'est pas à nous que ça arrive. Alors, donc encore une fois, je sens qu'il va y avoir dans les commentaires une liste de réactions très vives. Peu importe, vous avez le droit, c'est votre libre arbitre. Mais le fait est que c'est exactement pareil lorsqu'on a un pépin en voiture. On se dit, bah, j'ai eu un accident de voiture, mais tu vas bien? Oui, moi j'ai rien eu, mais bon, encore un pépin qui m'arrive. Oui, mais c'est pas à toi que le pépin est arrivé, c'est à la voiture, et c'est à la personne en face, ou à la voiture d'en face en l'occurrence. Mais toi, finalement, tu n'as rien, toi, tu vas bien. Émotionnellement, tu as peut-être été choqué, mais factuellement, concrètement, ça va. Et en fait, la qualité de la maison Dieu, parce que là, les exemples que je donne, je dis pas que c'est facile et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis juste que la qualité de la maison Dieu, c'est d'être capable de pouvoir se refixer et se reconnecter sur ce qui est réel, c'est-à-dire sur nous. On regarde le sol et on voit ce qui nous arrive. Eh ben, je vois où je vais, mais je vois vraiment le concret, je vois le matériel et je vois ce qui est vraiment. Et c'est amusant puisque cette carte s'appelle la maison Dieu. On a la maison qui est un truc complètement matériel et on a Dieu qui est complètement immatériel, et on a besoin justement dans cette carte-là de se confronter à une action qui vient du ciel et qu'on ne voit pas, parce qu'on ne voit pas d'où ça vient. Donc on a, là on a, enfin c'est pas qu'on a accès, mais on paye les frais de quelque chose qui semble être à l'extérieur, c'est-à-dire qui ne nous concerne pas, qui ne nous touche pas, qui n'est pas nous personnellement, et qui arrive et qui va se produire et qui va toucher la tour, la maison, le toit, donc même pas nous, et qui va peut-être avoir un dommage collatéral qui est qu'on va avoir peur parce que ça fait du bruit, et d'un coup on sort de la maison très rapidement. Donc on va voir à quel point le matériel va toucher notre émotionnel, et la maison Dieu, c'est celle qui justement nous met en relation avec cette prise de conscience que ce que l'on vit émotionnellement est la conséquence d'un acte matériel, mais qu'en réalité on a tendance à, on va dire, à accuser le matériel alors que matériellement nous allons bien. C'est-à-dire dans notre corps, dans notre physique, dans notre santé, dans tout ce qui nous entoure. À moins de vraiment perdre un bras, on vous arrache un bras et là effectivement il y a un souci. Mais en réalité, la maison Dieu, elle va nous mettre justement cette dichotomie en place entre le matériel et le spirituel, entre le palpable et l'impalpable, le concret et ce qui a l'air de ne pas exister réellement, et de voir quel est le distinguo entre ce que l'on vit physiquement et ce que l'on vit émotionnellement. Et à un moment donné, la qualité de la maison Dieu, c'est de dire oui, il s'est passé ça matériellement et tu as vécu ça émotionnellement, mais physiquement, tu vas bien. Physiquement, tu n'as aucun problème. Reviens au concret de ce qui est et tu vas voir qu'en réalité, il n'y a aucun souci. L'étoile, la carte de l'étoile. Alors, quelle est la qualité de l'étoile? La qualité de l'étoile, elle a la foi. La qualité de l'étoile, c'est qu'elle ne sait pas trop finalement comme nous, elle ne connaît pas trop les situations du genre on a besoin d'argent pour terminer le mois, il faut faire attention à avoir de quoi se nourrir, de quoi s'habiller, etc. Elle s'en fout, elle est un peu dans une foi où elle se dit finalement elle est protégée. Elle est protégée, elle est sûre que tout ira bien, elle est sûre qu'elle n'aura aucun souci et que on la veille, mais aussi et surtout, parce que ça on va voir que ça se rapproche d'autres cartes dont on a déjà parlé avant, mais aussi et surtout c'est très intéressant parce que la carte de l'étoile c'est quelqu'un qui se contente de très peu. C'est quelqu'un qui va regarder autour d'elle, elle se dit mais en fait il fait pas froid. J'ai de l'eau à mes pieds, j'ai des arbres fruitiers à droite et à gauche, j'ai les étoiles au-dessus de moi qui me disent que peut-être après la mort il y aura autre chose. Si je ne suis pas végétarien, que j'ai envie de chasser, il y a un animal. Finalement ça va en fait, tout va bien. Je peux prendre juste ce qu'il y a là. Et quand je prends ce qui se trouve autour de moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Et en fait, la carte de l'étoile, c'est une carte qui est capable justement de faire une reliance aux besoins. Pas comme le chariot qui était en 7 et qui donnait beaucoup des illusions. Là, avec la carte de l'étoile, on se relie vraiment à nos besoins, à ce qui est bon pour nous, dans nos nécessités. On n'est plus dans les envies, on n'est plus dans ce qui me fait envie. On est vraiment dans l'idée de qu'est-ce qui va vraiment me nourrir en profondeur, qu'est-ce qui va être bon pour moi. Et en cela, la carte de l'étoile, elle va donner du coup le goût de la simplicité et le goût de mais en fait, j'ai pas besoin de plus. Je me rends compte qu'un iPhone, un iPad, un ordinateur, tout ça, j'ai pas besoin en fait, c'est pas nécessaire. J'en ai peut-être envie. Et peut-être qu'à un moment donné, si on me l'apporte et qu'on me dit tiens, prends-le, je dirais oui. Mais si on me l'apporte pas, au final, en fait, tout va bien. Et du coup, cette carte-là nous permet justement de profiter de tout ce qui nous entoure et de nous ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, de nous ouvrir les yeux sur toutes les ressources dont j'ai besoin sont autour de moi. Et si à un moment donné j'ai l'air de souffrir d'un manque, c'est pas parce que ça me manque, c'est parce que je ne suis pas connecté à mes besoins, je suis connecté à mes envies.
La carte de la Lune. Quelle est la grande qualité de la Lune? Ah, moi c'est une carte que j'aime beaucoup. De toute façon, moi j'aime les cartes que toutes les autres personnes n'aiment pas. La carte de la Lune, j'aime beaucoup la carte de la Lune parce que c'est une carte qui nous met en relation avec des choses extrêmement profondes en nous. Et plus particulièrement avec cette capacité de dire non, de dire merde, de dire j'ai pas envie. La carte de la Lune, c'est celle qui dit à un moment donné... mais en fait, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de toujours accepter des compromis. Il y en a toujours marre de dire oui, d'accord, ok, puisque tu as besoin de ça, même si j'ai pas envie, je vais le faire. C'est une carte qui dit à un moment donné, ben en fait, ça me nourrit pas. Clairement, là, ce que tu es en train de me proposer, j'aurais adoré te dire oui, mais en fait, j'ai pas du tout envie de te dire oui. Et à un moment donné, c'est une carte aussi de règlement de compte. C'est pour ça que d'ailleurs, elle est un indicatif fuite, hein, comme la justice. Et c'est la carte qui rue un peu dans les brancards et qui dit, bah là, ça m'intéresse absolument pas. Moi, au fond de moi, qu'est-ce que j'ai? Ben moi, au fond de moi, j'ai cette pulsion-là. J'ai cette pulsion de te dire merde. J'ai cette pulsion d'aller voir ailleurs. J'ai cette pulsion de faire autre chose. Et à un moment donné, c'est à ça que j'ai envie de me relier, en fait. J'ai juste envie d'être un peu animal. J'ai juste... vous savez... On peut sentir très fortement la carte de la Lune dans la situation où on a trop vécu dans l'énergie de tempérance. Quand on vit dans tempérance et qu'on met des gants pour tout, on fait attention à tout, on est gentil à tout le monde, on est précautionneux, même quand il y a quelqu'un qui nous gonfle, on fait attention, on fait preuve de pédagogie. Puis à un moment, on dit allez, c'est parti, je prends ma poêle à frire et je vais aller casser 2-3 mâchoires. Bon ben, c'est un petit peu cette énergie de la Lune qui dit là, stop, en fait on va régler les comptes. Ça peut ressembler un peu à la 13, sauf que la 13 c'est différent. La 13 elle se débarrasse pour se débarrasser. La Lune, elle ne se débarrasse pas. La Lune, elle règle les comptes. La Lune, elle pète la gueule aux gens. La Lune, elle dit, et en fait, il y en a ras-le-bol que tu me prennes pour la dernière déconne. À un moment donné, ça va. Et en fait, elle vient et elle secoue les gens et elle dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'as fait vivre? Donc, on n'est pas dans l'idée de se débarrasser, de dire non, stop, je coupe les ponts. C'est vraiment l'idée de prendre les gens et de dire, mais en fait, il y en a marre que tu te comportes comme ça. Donc, c'est une excellente qualité dans nos sociétés où on peut parfois être un peu anesthésié par les règles de bienséance. Et je pense particulièrement à certaines sociétés. Vous prenez par exemple la société japonaise, quand vous allez au Japon, on est complètement dans quelque chose de bienséance, on fait attention aux gens, on fait attention à ne pas déranger, on évite les contacts tactiles physiques si ça peut un peu déranger la personne. Et en fait, on va voir que dans ce genre de société, pas uniquement au Japon mais également ailleurs, on a tellement de règles, de codification, de manière de se tenir et de se comporter qu'à un moment donné, ce sont dans ces endroits-là, dans ces sociétés-là qu'on va trouver les subterfuges de pulsions les plus forts. Par exemple, par le porno, par le manga, par le manga, quand je pense au manga, je pense par exemple au hentai, quand on va aller voir par exemple le taux explosif de sadomasochiste, de donjon où on a besoin d'aller pour se sentir en vie, pour sentir du physique, mais également par exemple les arts martiaux, c'est utiliser quelque part une forme de brutalité qu'on va canaliser, le moment où on remet à vitesse normale, par exemple je pense au tai chi ou au qigong, quand vous faites du tai chi ou du qigong, en fait c'est un art martial mais au ralenti, et quand vous le refaites à vitesse normale, je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui résiste. Bon ouais, c'est un petit peu l'illustration de la carte de la Lune où à un moment donné on a pris des gants et paf, il y a vraiment un seuil qu'on a dépassé et on revient en vitesse normale et d'un coup il se passe plein de trucs et on prend pas le temps d'arrondir les angles, on prend pas le temps de dire oui je comprends, les seuls trucs qu'on dit c'est en fait t'es en train de me gonfler sérieusement la rate et maintenant il y en a ras le bol. Et donc ça c'est une excellente qualité à un moment donné d'être capable de comprendre qu'il y a des comptes à régler et qu'il y a des choses à dire et que toute vérité n'est peut-être pas bonne à dire, mais que toute vérité n'est pas non plus bonne à garder à l'intérieur parce qu'on a vite fait de somatiser. La carte du soleil. Ah, la carte du soleil, c'est une carte que j'aime bien parce qu'en plus elle est beaucoup en relation avec la carte de l'ermite puisque c'est 9 et 19. Et là où l'ermite par exemple va aller regarder les autres lorsqu'il est en état de crise en se disant mais pourquoi ça m'arrive moi, qu'est-ce que je suis en train de vivre. La carte du soleil, lui, il est un petit peu différent. Parce qu'il ne va pas se contenter d'une observation simple, lui il va aller se mêler aux autres, il va aller voir les gens, il va aller se mettre en relation avec ceux qui l'entourent, il va aller voir comment les autres fonctionnent. Et là à ce moment-là, toi tu fais comment? Ah oui d'accord, tu mets le beurre avant la farine, moi je mettais la farine avant le beurre, c'est drôle, mais du coup c'est quoi les résultats de tout ça? Et puis du coup on va voir comment l'autre fonctionne, et ça va nous apprendre des choses sur l'autre évidemment, mais aussi sur nous, et on va essayer de trouver comme ça la meilleure manière de fonctionner. Donc il y a un truc extrêmement didactique,
où du coup l'autre devient le modèle d'une manière de fonctionner et ça nous permet de nous comprendre nous un petit peu mieux ses propres 9, hein. Le 9 et 19 c'est complètement ça, le 9-19 c'est la frontière entre le nous et l'autre, hein. C'est pour ça les 9 mois de grossesse, 9e mois de grossesse c'est le dernier mois, le dernier moment avant de rentrer en relation avec l'autre, c'est-à-dire dans le monde extérieur. Donc c'est le moment où on observe, c'est le moment où on passe la tête, on dit hop, tac, j'écarte un peu, coucou, je suis là. Et d'un coup on commence à avoir la confrontation entre ce que je suis et ce que l'autre est. Et là dans le 19, on y est mais dans le concret réel, c'est-à-dire vraiment en relation avec l'autre. À un moment donné, je me prends la tête avec quelqu'un parce qu'on a un sujet de discorde. Mais je pourrais juste rester comme ça et dire bah, l'autre est vraiment un abruti. Mais je pourrais aussi me poser la question de dire mais tiens, mais comment est-ce qu'il est possible que lui considère qu'il ait raison? Alors quel est son cheminement de pensée? Qu'est-ce qu'il trouve comme argument? Et du coup, qu'est-ce qu'il a vécu peut-être dans sa vie qui peut légitimer le fait qu'il pense comme ça? Et d'un coup, l'autre devient une espèce de miroir qui nous aide à mieux le comprendre, mais qui nous aide également à mieux nous cibler, nous, et à nous comprendre également. La vin. Quelle est la grande qualité de la vin? Alors, la grande qualité de la vin, ça peut en un sens, et ça peut très vite tomber dans un piège, ça va être la qualité de donner une seconde chance aux gens ou aux choses. Par exemple, la carte du jugement, c'est une qualité qu'on va retrouver énormément chez les artistes qui font du recyclage, c'est-à-dire qui prennent de vieux meubles et qui en font des œuvres d'art, mais aussi les gens qui restaurent des vieux meubles. On prend une vieille chaise et puis on va la rafistoler, on donne une deuxième chance. Ça, on va beaucoup le retrouver chez les gens voilà, qui sont capables de prendre des objets et de leur redonner une nouvelle utilité ou de la recycler comme une nouvelle utilité, mais aussi le jugement, c'est cette capacité justement à pouvoir, dans le sens d'une qualité, de pouvoir donner une seconde chance également aux gens quand ils ont fait une erreur. Et c'est amusant de retrouver ça avec la notion de jugement, parce qu'on a quelque chose de très légal, en réalité de très tribunal. Mais c'est quoi quand, par exemple, on prend quelqu'un et on l'emmène dans un tribunal, on lui fait un procès. On lui fait un procès, on lui dit « Tu as fait cette erreur-là pour te racheter, pour payer ta dette et pour avoir donc une seconde chance de t'intégrer, de te réintégrer dans le monde que nous sommes, voici le prix à payer. » Et la carte du jugement, c'est un peu ça, c'est être capable de dire « Ben ouais, en fait, là, à cet endroit-là, t'as merdé. Là, à cet endroit-là, t'as fait une connerie. Mais du coup, on va essayer de voir ce que tu peux faire pour réparer. Et on va voir quel est le prix à payer pour que ça aille mieux. » Et du coup, le jugement, à défaut de simplement mettre la personne au pilori, même si mettre quelqu'un au pilori, c'était ça, hein, quelqu'un faisait une erreur et on la faisait déambuler en ville avec la tête et les bras passant par une planche de bois et en lui disant, mais voilà, ça c'est ta punition. Et une fois que tout le monde aura su que tu as fait une bêtise, que tu sentiras que tu t'es senti suffisamment humilié et que tu sens que tu as payé le prix et que tu as souffert autant que tu as fait souffrir, à ce moment-là, tu pourras te réintégrer parmi nous et à ce moment-là, tu auras le droit à une seconde chance. Alors évidemment, la qualité du jugement, c'est pas de pointer du doigt les gens et de dire bah voilà, je vais te faire déambuler dans la rue avec du goudron et des plumes. C'est pas du tout ça. La grande capacité du jugement, c'est d'être capable de dire bon, écoute, d'accord, t'as déconné, mais essayons de trouver ensemble un deal qui va te permettre effectivement de pouvoir trouver une seconde chance et de pouvoir te racheter et de peut-être aller mieux. Quelle est l'amende honorable que tu peux faire pour justement revenir parmi nous et que du coup à ce moment-là on ne t'en voudra plus. Et en réalité le jugement a une extraordinaire capacité d'abnégation et de pardon. Et c'est quelque chose de très rare de le vivre de cette manière-là parce qu'on a tendance à faire un mauvais pardon aujourd'hui. On se dit ouais bon, allez, passons, ça va, j'oublie, on oublie tout ça et on recommence. En réalité, on n'a pas oublié. Hein. On n'a pas du tout oublié. On se souvient très bien. Et en 2017, on dira oui, non, mais je me souviens bien, effectivement, que le 9 mars 1993 à 17h32, tu m'as dit ça. Je me souviens, je l'ai pas oublié en réalité. Donc en fait, on n'a pas pardonné. Non seulement on n'a pas oublié, mais en plus, on n'a pas pardonné. Parce qu'en fait, on donne un pardon de circonstance, on donne un pardon de contenance, parce qu'on n'a pas envie d'alimenter ça ou parce on espère que les choses iront mieux après, mais en réalité, ce n'est pas du tout une bonne solution. À un moment donné, peut-être la meilleure des solutions est encore de dire « Oui, là, ce que tu as fait, ça m'a blessé dans mes émotions, dans mes sentiments, je me suis senti mal, j'ai vécu telle chose, voici comment ça m'a mis, dans quelle situation je me retrouve, voici les problèmes que ça a provoqué chez moi. J'ai envie de passer au-dessus de ça, mais je vais avoir besoin de toi pour passer au-dessus de ça, pour pouvoir te pardonner ça, pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent mieux,
pour pouvoir comprendre pourquoi tu as agi comme ça et pour me permettre, moi, de digérer ça. Et je vais avoir besoin de toi. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on passe ensemble à autre chose et que finalement, que tu me dises quel est le prix ou que je te dise le prix qui est nécessaire de payer, qu'on trouve ensemble quelque chose pour qu'on puisse ensemble se réaccommoder, qu'on puisse trouver une seconde chance pour toi, une nouvelle issue de secours. Donc voilà, ça, le jugement, on va aller vers quelque chose de plus positif. L'idée de dire, voilà, j'ai merdé, qu'est-ce que je peux faire pour que tu m'offres une seconde chance? À quel endroit tu as souffert? Et l'intelligence du jugement est de dire, oui, c'est vrai, j'ai souffert. Et oui, j'ai très envie de te pardonner. Et voici ce que j'attends de toi pour que peut-être ça aille mieux. Et l'autre dira oui s'il a envie de payer le prix ou non s'il n'a pas envie. Mais au moins, on sera au clair et on ne gardera pas de vieux dossiers en arrière-plan. Le monde. La carte du monde. Alors, quelle est la grande qualité de la carte du monde? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La carte du monde, sa grande capacité, c'est de prendre une tâche, un objectif, quelque chose qu'elle a envie de réaliser et d'avoir cette force de déléguer à d'autres. De dire à un moment donné, ça, je ne suis pas en mesure de le faire. J'adorerais avoir un joli pull, mais clairement, je ne sais pas tricoter. Bon, je vais peut-être payer quelqu'un qui va faire le service et puis cette personne-là, elle est peut-être pas très compétente pour trouver de la bonne matière première. Elle tricote bien, mais elle ne sait pas trouver la bonne matière première. Je vais demander à quelqu'un dont c'est le métier d'aller trouver la bonne matière première. Et puis, du coup, je vais mettre ça en place. Et puis, après, ça me plairait de le montrer à d'autres, mais je ne sais pas faire de photos, par exemple. Donc, je vais peut-être demander à quelqu'un qui fait de la photo et qui en fait bien, de faire de jolies photos pour moi et de me permettre de montrer aux autres le beau résultat. Et en fait, la carte du monde, c'est ça. Sa capacité, c'est d'être capable non seulement de s'entourer intelligemment, d'être capable de briser une grosse action, une grande action en actions fractionnées que l'on donne intelligemment à chacun, là où chacun sait faire son travail. Et surtout pour aller plus loin, c'est la prise de conscience que nous n'aurions jamais eu le résultat que nous avons au final si nous avions essayé de le faire nous-mêmes et que du coup il est nécessaire de rendre à César ce qui appartient à Jules et que au final on dit voilà, voyez ce beau résultat, c'est le travail de telle personne, de telle personne, de telle personne et de telle personne. C'est un petit peu ce qu'on fait par exemple dans le théâtre quand on termine une pièce ou une comédie musicale et que on salue. On fait les saluts, on dit merci aux gens, et puis on remercie les musiciens, et puis on remercie les techniciens, et puis on remercie les gens qui sont derrière, les habilleuses, les coiffeuses, les maquilleuses, etc. On remercie tout le monde parce que sans ces personnes-là, il n'y aurait pas eu ce show, il n'y aurait pas eu ce monde avec ce décor, avec une personne qui est au centre et sur qui se trouve le halo en mode projecteur. S'il n'y avait pas tous ces gens autour pour porter, pour créer tout ça, on n'aurait jamais pu avoir ce résultat. Et du coup, la grande qualité du monde, c'est d'être capable de fractionner la grande action en plein de petites actions et de dire je partage avec une équipe, je construis à plusieurs et surtout à la fin, quand je m'avance sur scène, je ne m'avance pas seul, j'avance avec ces gens-là. Et en fait, le monde a une vraie générosité, a vraiment une idée de... Oui, c'est vrai, c'est moi qui suis sur le devant de la scène, mais sans tout ce qu'il y a derrière, je ne serais rien et personne ne m'aurait vu. Le mât, on termine par le mât. Alors, quelle est la grande qualité du mât? Moi, c'est une carte que j'aime bien parce que elle a un côté un peu, oui, un peu extraterrestre. Hein. Elle est complètement à côté de ses pompes. Et moi, ça me plaît beaucoup, en particulier quand je rencontre de nouvelles personnes dans ma vie. J'aime bien justement les gens qui n'ont pas le même mode d'emploi que les autres. Et j'aime justement bien cette carte du mât où finalement, c'est censé, dans l'ordre des choses... Alors, les antispécistes ne le prenaient pas mal. Je suis un antispéciste également. Je ne porte pas de fourrure. Je suis contre les os, la corrida et compagnie. Mais dans l'ordre des choses, c'est censé être l'homme qui va dompter l'animal. Et là, on se retrouve avec l'animal qui dompte l'homme. C'est l'homme qui est censé justement pouvoir domestiquer l'animal. Et là, en l'occurrence, c'est l'animal qui va prendre les choses en main, qui va guider l'homme et qui va lui dire là où il a besoin d'aller. Donc c'est assez ahurissant. Et en fait, dans le mât, sa grande capacité, sa grande qualité, c'est de ne faire effectivement les choses que à l'envers par rapport aux autres. Il ne fait rien comme tout le monde. Il fait les choses différemment. Il fait les choses de manière originale. Mais en fait, c'est pas grave parce que ça fonctionne quand même. Et il a un côté un peu différent. Il a un côté un peu décalé. Il a un côté un peu amusant. Et finalement, on le pardonne pour ça parce que ça va nous emmener sur des terrains où finalement, on ne serait pas allé à l'origine. Et moi j'aime bien voir cette image où on a l'impression, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a l'impression ici là, de voir une espèce de grenouille, de voir une grenouille avec l'œil de la grenouille ici, la bouche et le corps, et c'est comme si en fait
le mât sortait de la grenouille ou mettait le pied dans la bouche de la grenouille. Et on a le côté peut-être prince charmant qui était crapaud et qui s'est peut-être transformé en prince, ou alors le prince qui va être transformé en crapaud. Mais du coup, il y a un côté un peu fantaisie, un peu ouais, fantasmagorie. J'aime beaucoup son côté conte de fées. Il était une fois un homme qui était guidé par son chien et qui nous emmène dans une belle histoire où il se passe des trucs qu'on ne verrait nulle part ailleurs. Et en fait, la carte du mât, on le voit en taropi, c'est justement le conteur d'histoire. C'est celui qui est capable, comme le joueur de flûte de Hamelin, de nous emmener dans des endroits juste par le biais de la musique et de nous emmener dans des lieux où on ne serait pas allé en temps normal. Et d'un coup, on se met à faire la chenille et puis on se dit, vas-y, on y va, on va le suivre. C'est complètement dingue, ça a l'air complètement allumé, on a l'impression qu'on va aller nulle part. C'est parfait, c'est que c'est une bonne idée, allons-y. Et d'un coup, ça devient très intéressant et ça nous donne effectivement l'opportunité de vivre des choses assez amusantes qu'on n'aurait pas envisagées. Après, on n'est pas trop dans le domaine non plus de la folie comme la roue de fortune, parce que la roue de fortune c'était pas encore tout à fait la même chose. Là c'est l'idée, c'est pas l'idée uniquement de faire des trucs allumés en mode on ne tient pas en place, ça c'était plus de l'ordre de la roue de fortune. Là on est vraiment l'idée de faire autrement, de faire avec notre imagination. Et ce que j'aime beaucoup avec la carte du mât, et ça c'est certainement sa plus grande qualité, c'est il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait. Les plus grands génies créatifs de ce monde, que ce soit les Graham Bell, les Steve Jobs et compagnie, ces gens-là, ils ne savaient pas qu'il y avait des limites, donc du coup ils sont passés au-delà, ils n'ont pas fait attention. Et ça c'est complètement la qualité du mât, de dire en fait je l'ai fait, je l'ai juste fait, j'ai juste essayé, j'avais envie de ça, du coup je l'ai fait. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu aussi parce que je viens d'un milieu où on a été financièrement très, très limité, et je me suis dit pendant très longtemps qu'il y avait des choses que j'aimerais faire, et finalement si j'avais suivi les conditionnements qui étaient propres à mon milieu, je n'aurais peut-être jamais pu le faire. Et puis à un moment donné je me suis dit en fait j'ai juste envie de ça, j'ai juste envie de le faire, je m'en fous des histoires de moyens ou pas, si à un moment donné c'est censé arriver, ça arrivera. Et à chaque fois les moyens se sont présentés juste parce que j'étais concentré sur mon objectif. Et la grande capacité du mât, cette grande qualité, c'est de ne voir que l'objectif, de pouvoir dire c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai envie, c'est vers ça que je vais me diriger, et d'un coup ça va arriver. Voilà, ça c'était pour la qualité de nos arcades majeures. Encore une petite vidéo de 5 minutes, hein, évidemment. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous faire un tirage pour voir par exemple quelle est votre plus grande qualité parmi toutes celles-là. Et puis n'hésitez pas également à trouver d'autres qualités, parce que moi je vous donne encore une fois que des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis je verrai pour faire une vidéo peut-être sur les défauts, quels sont les plus grands défauts, et pourquoi pas d'autres vidéos avec peut-être les honneurs, les rois, reines, cavaliers, valets. Ça peut peut-être être intéressant. Si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si vous voulez les défauts et si vous voulez avec les autres cartes. Ça peut faire une série de vidéos intéressantes. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.